Bon les BMistes, j'ai besoin de votre aide. J'essaye de réduire ma collection de voitures, à commencer par ma Z1 Resto Mode qui est en vente, pour libérer un peu d'argent et me simplifier la vie dans l'attente de l'arrivée de notre troisième enfant. Et pourtant, je suis là dans une gare à 6h du matin, en train de prendre un TGV pour aller voir une voiture à vendre. Là, certains vont peut-être me comprendre parce que j'étais en train de flâner sur le bon coin quand je suis tombé sur l'annonce qu'il ne fallait pas que je voie. Et là, je passe plusieurs jours en combat avec moi-même, avec d'un côté du ring un ange qui me rappelle que j'ai absolument pas besoin de cette voiture, qu'elle va me compliquer la vie, qu'elle va immobiliser de l'argent pour rien. Et de l'autre côté du ring, il y a ce démon qui me martèle que c'est une opportunité immanquable, irrépétable, colle parfaitement à mes besoins et qui ne va pas me coûter cher ni à l'achat ni en entretien. Et puis il y a ce dicton à la noix qui m'aide à justifier les pires conneries. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit. Et puisque je suis là dans une gare avec mon billet de TGV, faut croire que c'est le démon qui a gagné. Du moins pour l'instant, parce que reste à examiner l'auto, la conduire pour vérifier qu'elle est à la hauteur de mes attentes. Maintenant, sans plus tarder, je vous montre l'annonce. Il s'agit d'une E30 Touring 335i. Alors évidemment, il n'y a jamais eu une 335i. Le plus gros moteur à l'époque, c'était un 2,5 litres. Mais là, on apprend dans l'annonce qu'il est monté avec un 3,5 litres d'une série 7 de la même époque, la version E32 de 87. Il s'agit du M30 B35. Le M30, c'est le gros 6 cylindres de chez BM. Elle est à vendre 16 000 €. C'est pas le prix d'un paquet de chips, mais a priori, c'est pas trop une somme folle non plus. Alors l'annonce ne comporte que 3 photos, parce qu'au-delà de 3 photos, l'annonce Le Bon Coin devient payante. Alors ça déjà, c'est pas bon signe, parce que si le proprio est pingre par rapport à la vente de son auto, c'est peut-être qu'il l'a été tout en temps avec son entretien, donc méfiance. Cela dit, elle semble smart en photo dans sa belle robe bleu nuit avec ses jantes BBS. Juste un bémol, regardez l'échappement qui sort beaucoup trop loin de l'arrière de la voiture. Faudra investiguer ça. L'intérieur, lui, a l'air ordinaire, on dirait une 316i. Cela dit, ça a l'air propre et sans accroc particulier. On apprend qu'elle a été modifiée il y a 4 ans par l'ancien propriétaire professionnel de la prépa automobile. Je me suis renseigné et l'ancien propriétaire, c'est le patron de Blood Motorsport. Ils font des trucs de ouf, donc on peut être confiant de leur niveau d'expertise. Mais d'un autre côté, si c'est le gérant de la boîte qui a fait sa propre voiture pour son compte, c'est qu'il n'y aura probablement pas de facture au dossier. On lit que moteur et châssis ont été refaits à neuf pendant la modification. Et dans le descriptif, les points notables sont les combinés filetés BC Racing. Ça, c'est un équipement de qualité que j'ai sur ma E21, j'apprécie beaucoup. Les triangles et les cils en bloc de M3 E30 présagent un bon comportement en virage. Les freins Brembo vont apporter un freinage à la hauteur du moteur. La crémaillère rapide de M3 E36 sera bien plus rapide et agréable et moderne que la crémaillère d'origine E30. Les jantes BBS vont très bien sur une voiture des années 80 et je relève surtout qu'elles sont en 15 pouces. D'habitude, les gens, pour le look, préfèrent mettre du 16, du 17 voire du 18 pouces. Là, on sent le puriste qui a choisi du 15 pouces. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour une question de confort, plus on a des jantes de petit diamètre, ça veut dire que plus on a des flancs hauts et ça veut dire que le caoutchouc des pneus va participer à absorber les aspérités de la chaussée. Ensuite, des jantes de petit diamètre vont être plus légères, donc il y aura un moment d'inertie polaire plus faible, donc on pourra accélérer, c'est-à-dire mettre en rotation les jantes plus rapidement, ce qui va participer à la nervosité de la voiture. Et enfin, des petites jantes vont avoir un effet gyroscopique plus faible, c'est ce qui fait que quelque chose en rotation a envie de continuer tout droit. Par exemple, une moto ou un vélo, si vous la lâchez en train d'avancer, elle aura tendance à continuer tout droit. Et donc, moins on a d'effet gyroscopique avec des jantes plus légères, et plus la voiture va vouloir tourner facilement, ce qui favorise l'agilité. Les cils en bloc Powerflex, ce sont les caoutchoucs de la suspension. Ce sont des éléments un petit peu plus rigides, moins souples que ceux d'origine. Donc on aura un peu moins de confort et un peu plus de rigueur de comportement. Le pont 364, c'est un pont court. Donc on aura un petit peu moins de raffinement à haute vitesse sur autoroute et davantage de pêche sur les reprises. Donc ça c'est cool. Et dans le même sens, le volant moteur allégé, ça veut dire que le moteur sera un peu moins rond et onctueux dans sa façon de délivrer la puissance et plus hargneux, plus péchu, plus vif à prendre des tours. Donc en somme, on a là une E30 Touring avec un gros moteur péchu de la même époque que la caisse et un châssis aux petits oignons. Ça me donne envie d'aller voir ça de plus près.
Alors j'ai amené tout mon matériel d'inspection pour faire une inspection pré-achat comme je ferais pour un client, c'est-à-dire ma liste de plus de 200 points à vérifier, ma jauge de profondeur de peinture et ma lampe baladeuse. Mais ma toute première vérification avant de me déplacer, c'est de faire un quart vertical pour m'assurer que la voiture n'est pas une merguez. Alors regardez, on va faire le quart vertical ensemble, comme ça vous voyez comment ça marche. Je rentre le numéro de châssis, voilà. J'attends quelques secondes que ça mouline parce que c'est en train de chercher plus de 900 sources dans 35 pays. Et là, en quelques secondes, le rapport s'affiche. Alors qu'est-ce qu'on voit? Le statut légal est OK, c'est-à-dire la voiture n'a jamais été déclarée comme épave, elle n'a jamais été déclarée volée, elle n'a jamais eu de dommages enregistrés par les assurances, elle n'a jamais été dans une catastrophe naturelle et sa spécification est conforme parce que c'est bien une série 3 break 320i. Alors par contre, on n'a pas cette fois-ci les points kilométriques qui permettent de valider que le kilométrage n'a pas été trafiqué, mais la bonne surprise, c'est que c'est affiché que comme le rapport est moins complexe d'habitude, par quart vertical ne me l'a pas compté, donc c'est gratos, c'est plutôt sympa ça. Alors si vous aussi vous voulez vérifier une voiture, ça tombe bien parce que les BMistes ont droit à moins 20% avec le code LB. Cliquez sur le lien dans la description pour éviter d'acheter une voiture à problème. Et maintenant, retour à notre E30 Touring. Maintenant, il ne faut pas trop s'emballer parce qu'il nous reste encore à examiner et à essayer la voiture. Donc je vous retrouve à l'arrivée à Valence. Alors que j'attends le départ de mon bus qui est derrière moi pour me rapprocher du vendeur, parlons un peu de la E30 Touring, parce que c'est un peu un ovni. D'abord, c'est un des breaks les plus petits au monde, un des plus légers, un des plus agiles, donc il est intéressant. Et il est arrivé tardivement dans le cycle de la E30. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas initialement prévu. Au début, c'était un prototype élaboré par quelqu'un qui travaillait chez BM et qui avait fait ça pour son usage à lui. Il avait une famille et il voulait une voiture qui puisse emmener toute sa famille et en même temps qui soit légère, agile, maniable. Donc il s'était créé sa propre E30 Touring. La direction a vu sur le parking BMW sa bagnole et s'est dit « mais quelle bonne idée, faisons ça !» C'est tout ça qui fait que la E30 Touring, c'est une voiture qui est devenue un peu culte. Alors je profite d'être dans l'autocar pour vous montrer une autre annonce qui me fait de l'œil. J'aimerais bien votre avis dessus parce que c'est une autre E30 avec un gros moteur et cette fois on pourrait appeler cette E30 une 344i tellement elle a de la cylindrée. Alors elle se présente très joliment, on aime bien la couleur, les phares jaunes sont sympas, c'est une phase 1, on la reconnaît par ses tours de fenêtres chromées et ses pare-chocs chromés, ça fait assez vintage, on aime bien. Si on regarde le moteur, alors là on reconnaît tout de suite le M62, ce moteur logé sous le capot d'une petite série 3 des années 80. Inutile de vous dire que ça doit déménager. Quand on regarde l'intérieur, il est magnifique. Ce coloris bleu marine qui va très bien avec l'extérieur. Alors, on pourrait penser que monter un gros V8 dans une série 3, ça va être complètement déséquilibré parce qu'on va mettre une enclume dans le nez de la voiture qui va la rendre très pataude de l'avant. En réalité, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que le bloc V8 chez BMW, le M62, c'est un bloc en alu. Alors que le 600 ligne qui équipe d'origine cette E30, c'est un bloc en fonte. Donc en réalité, le V8 est légèrement plus léger que le 600 ligne d'origine. Qui le crut? Alors on apprend que c'est la version 4,4 litres du M62, donc rien moins que 286 chevaux et surtout 420 Nm dans une série 3 de genre 1200 kg, ça doit déménager. Elle me fait moins envie pour deux raisons. Alors déjà évidemment le type de carrosserie, c'est un coupé 2 portes avec 3 enfants, c'est beaucoup moins adapté que le Touring. Mais ensuite un swap qui met un V8 dans une série 3, je trouve que ça manque d'authenticité, ça respecte pas l'origine BMW et en plus c'est une voiture qui va être beaucoup moins sportive que la Touring qu'on va aller voir ce matin. Pourquoi? Parce que d'abord elle a son châssis d'origine plutôt qu'un châssis affûté et ensuite parce que le moteur V8 BM c'est un moteur qui est plutôt paresseux, qui développe tout son couple dans le bas régime, qui n'aime pas vraiment prendre les tours. Donc je m'attends avec cette E30 si j'allais la visiter, mais c'est pas le cas, de trouver une sorte de mini GT faite pour les longs parcours mais peu adepte sur des petites routes sinueuses malgré la légèreté du V8 à l'avant. Bon alors ça y est, mon bus est arrivé, je suis à Privas, proche de Valence, ça doit être la Drôme provençale j'imagine. Et j'ai une mauvaise surprise parce que je m'attendais à ce que le vendeur vienne me chercher à l'arrêt de bus, c'est tout près de chez lui. Mais en fait il n'est pas là, je l'ai appelé et en fait il ne peut pas se déplacer. Je pensais qu'il pouvait puisqu'il est en télétravail, mais apparemment il est très surveillé au niveau de son travail et il ne peut pas s'absenter.
Donc j'ai 25 minutes à faire à pied, c'est un peu abusé je trouve parce que je suis debout depuis genre 5h30 du matin. J'ai passé 2 heures dans le train, j'ai attendu l'autocar, j'ai pris l'autocar pendant plus d'1 heure et il ne peut pas venir me chercher, faire 5 minutes de voiture et moi je dois me taper 25 minutes à pied. En plus regardez, j'ai ma mallette d'inspection plus mon sac d'affaires. Bon, heureusement il fait beau, regardez ce ciel bleu, donc j'ai évité de m'en plaindre. Et allez, les 25 minutes vont passer vite. Arrivé sur place, découvrons cette E30 Touring pour la première fois. Et c'est plutôt décevant. Alors déjà, elle n'a pas été lavée. C'est jamais bon signe quand quelqu'un montre une voiture qu'il la montre sale comme ça. Parce qu'on peut se poser des questions éventuellement sur la qualité de tout ce qui ne se voit pas. Et ensuite, elle est flinguée quoi, en termes d'allure. Regardez le pavillon, la peinture. On dirait un truc tout droit sorti de Mad Max. La peinture est complètement cramée par le soleil. Les vitres, regardez comme les vitres sont piquées aussi. Toutes les parties et les finitions noires satinées, pareil, toutes délavées par le soleil. C'est pas ouf, elle est vraiment brouillon. Et à l'intérieur, ça continue, regardez ce qu'on voit là. Siège usé à la corde. Hein. Pour une voiture qui dit avoir 150 000 km, une BM, ça doit pas être comme ça au bout de 150 000 km. On continue, regardez, usé à la corde, le siège conducteur. Bon, le flanc, ça va encore. Le volant, oui, il a une patine normale. Le levier, il commence à être déchiré. Même le siège passager, regardez, commence à être déchiré. On voit tout de suite une craquelure là au niveau du tableau de bord. Il manque les tapis de sol. C'est ce qui me saute à première vue. Tiens, regardez le joint de portière. Là, on voit du vide. C'est pas ouf. Potentiellement ça va faire un sifflement sur autoroute. Dire qu'elle est dans son jus, c'est lui faire un compliment qu'elle ne mérite pas. Il manque le store enrouleur qui cache la zone bagage. Vous voyez, normalement ça se clipse ici. Les moquettes sont tachées dans le coffre. Et il y a cet échappement chelou. Vous voyez, qui sort beaucoup trop loin, ça c'est pas normal. Ensuite, en termes de son assise sur ces 4 jantes, autant à l'arrière je la trouve très bien assise, autant à l'avant, regardez comme la roue sort un peu loin. Je trouve que, alors c'est peut-être un commentaire désobligeant, mais ça fait un peu mexicain. Vous savez, j'ai vu ça en Californie, les Mexicains aiment bien mettre les jantes qui sortent beaucoup trop loin. Ouais, à l'avant, oui, il y a des petits impacts, mais ça c'est assez normal. Voyons comment elle est sous le capot. Le capot E30 qui s'ouvre de façon antagonique. Ah, alors là, ça a de la gueule. Là, il y a eu du boulot. Là, c'est du propre. Alors, regardez ce que je vois tout de suite. Bon, c'est la teinture Royal Bleu, bleu royal d'origine. Là, regardez ces platines de fixation des suspensions BC Racing. Ça, c'est une petite molette qu'on tourne d'un côté pour soft, un autre côté pour hard. Il y a plusieurs positions. Il y en a 8, je crois, de mémoire. C'est pour régler la dureté de l'amortissement. Ouais, le moteur est propre, le radiateur aussi. Bon, il faudra le regarder par en dessous. Déjà d'ici, je vois des supports moteurs neufs. Oui, c'est normal, le swap a été fait il y a 4 ans. Et le moteur aurait été refait il y a 4 ans en même temps. De prime abord, là, comme ça, oui, ça donne. Également, l'insonorisant sonore sous le capot, c'est bien fait. Ouais, c'est plutôt propre. Alors maintenant, reste à faire l'inspection formelle. Alors une inspection commence toujours avec l'inspection du dossier.
et là c'est la deuxième mauvaise surprise du jour, parce qu'il n'y a pas grand chose. Alors d'un côté c'est pas étonnant, parce que si la voiture a été faite par le patron de Blood Motorsport pour son usage personnel, bah oui, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de facture pour les travaux. Alors moi c'est pas le problème, je peux vérifier ça auprès de Blood Motorsport, mais quand moi je vais revendre la voiture, je vais revendre une voiture qui n'a pas de papier par rapport à tout le boulot qui a été fait sur le châssis. Donc c'est quelqu'un qui doit acheter cette voiture sur inspection, sur ce qui est constaté, plutôt que sur ce qui est présenté dans le dossier. Alors qu'est-ce qu'on a? On a contrôle technique qui est en règle et récent. Avec la timonerie de la direction, il y aura un capuchon anti-poussière qui manque. Ripage excessif, ouais, quasiment toutes les BM et les Porsche, il y a souvent ça. Dès qu'on a un châssis un peu affûté, ça fait ripage excessif. Les réglages de feu anti-brouillard avant, j'ai bien ça 2 fois sur 3 quand je fais faire mes contrôles techniques. Donc tout ça n'a rien d'inquiétant, c'est bon. Ensuite, au niveau entretien, ce qu'on a, c'est du petit entretien sur les 4 dernières années. On a là-dedans 3 révisions sur 4 ans, dont 2 petites à entre 150 et 200 euros et une plus grosse qui va chercher à peu près 600 euros. Alors, c'est mieux que rien. Ça veut dire qu'elle sort d'entretien, que j'ai rien à faire dessus dans l'immédiat. Mais bon, c'est mince comme dossier. Alors je vous livre mes conclusions. Je ne vais pas tout vous lister parce qu'il y en a pour 200 points environ. Le but d'une inspection, c'est de déterminer comment est l'état de la voiture actuellement et aussi de trouver des indices de son histoire passée. En particulier, on va vouloir déterminer si elle a tapé, eu un accident et a été éventuellement mal réparée. Et pour ça, il y a plusieurs choses à regarder. Alors d'abord, on peut regarder au niveau des alignements de panneaux de carrosserie. Comme par exemple ici, on va comparer un côté avec l'autre. Et sur cette voiture, j'ai trouvé un seul alignement qui était perfectible, c'est au niveau du haillon. Là, on a quoi, 5 mm. Là, on a plutôt 4 mm, donc bon, c'est assez léger, mais il y a un petit défaut d'alignement à inspecter avec d'autres indices. On regarde aussi les alignements des baguettes. Sur cette voiture, les baguettes sont très bien alignées. Également, on va regarder les longerons. On va chercher que ce soit les parties horizontales ou les parties longitudinales. On va chercher des traces de déformation ou de peinture qui ne seraient pas conformes à l'usine. Sur cette voiture, je n'ai rien vu de ça. Ensuite, on va utiliser la jauge de profondeur de peinture. Regardez, là on a par exemple 245 micromètres. Sur le toit, on a 198. Et par contre, si on passe sur le capot, on bondit à 350. En gros, l'idée c'est que si vous avez environ 200, ça veut dire que c'est la peinture, l'épaisseur de peinture d'origine. Si vous avez un bond vers environ 400, c'est qu'elle a reçu un voile de peinture. Et si vous allez dans les 1000, 1500, voire plus, c'est qu'il y a du mastic ou alors de la peinture qui a été très mal appliquée en gros paquet. Et une dernière chose à regarder, et pas des moindres, c'est au niveau des suspensions. Si vous regardez sous la voiture et vous avez un élément de suspension qui semble tout neuf d'un côté alors que l'autre non, et bien ça peut être un indice qu'elle a tapé d'un côté et la suspension a été refaite simplement du côté où elle a tapé. Quand on met ensemble tous ces indices-là, on peut avoir une bonne idée de si la voiture a tapé. Et celle-ci, j'ai une bonne idée qu'elle est saine. Au niveau de la mécanique, ça saute aux yeux que tout a été rafraîchi, que ce soit les trains roulants, châssis, suspension, moteur, boîte, pont. Il y a du temps et de l'argent qui a été dépensé sur cette voiture. L'intérêt de cette voiture, c'est qu'elle porte ses défauts en apparence extérieure. Elle est défraîchie, l'intérieur est usé, par contre mécaniquement elle est très bien. Donc en fait on a affaire à une voiture qui est authentique, saine et ne cache rien. Elle est d'une clarté limpide. Alors maintenant je reviens de l'essai routier, je l'ai roulé pendant 15-20 minutes et waouh, mais c'est super intéressant. En fait il y a plusieurs surprises. Évidemment le moteur qui a un couple de camions et qui déplace cette caisse, propulse cette caisse avec une facilité déconcertante et une rage certaine, ça c'est pas une surprise. Par contre ce qui est une surprise et qui est encore mieux que ce à quoi je m'attendais, c'est le châssis. C'est un véritable kart. Il a une envie de s'inscrire en virage qui est folle. Et c'est
assez étonnant parce que le M30, le Big Six qui est à l'avant, il pèse quoi, 30-40 kg de plus que le 6 cylindres d'origine, le M20, et ben on ressent pas du tout ce poids. Au contraire, on a un avant qui est hyper agile, qui est hyper alerte, la voiture est très joueuse. Clairement, le travail qui a été fait sur les trains roulants, le châssis, les suspensions, c'est au top. C'est une voiture qui est ludique à mort. En fait, c'est un gros contraste parce qu'on a un moteur de tracteur, parce que il est couplé à mort et couplé avec une agilité de carte. C'est tout à fait étonnant. J'ai jamais ressenti ça. Et pour ne rien vous dire, je suis un peu addict. Bon, alors, la voiture, je l'adore, je la veux. Son comportement, son moteur, je suis tombé amoureux, il me la faut. Avoir une voiture qui emmène toute la famille de façon aussi pratique, qui en même temps peut croiser sur autoroute et qui en même temps permet de s'amuser à ce point sur des routes secondaires, je signe direct. Mais pas à n'importe quel prix. Parce que, vous avez vu, c'est une caisse qui ressemble à rien. Alors, peut-être je serais tenté de la garder comme ça un moment, mais je crois que je vais craquer et que je vais vouloir en faire un bel objet. Donc c'est une voiture à acheter, mais pas à n'importe quel prix. Je vous retrouve tout de suite pour voir dans quelle mesure on va réussir à faire baisser le prix.